Bonjour à toutes et à tous. Je vois que on est en direct maintenant avec Dr Julien Scanzi, avec Olivier Raymond, un des cofondateurs de Bellavi. On va prendre peut-être une minute ou deux, de laisser le temps euh, à tout le monde d'arriver tranquillement et on démarre. Donc on prend une petite minute. Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce webinaire avec Dr Scanzi et Olivier Raymond. Ce webinaire est dédié au microbiote et à son impact sur notre santé. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux experts qui vont nous éclairer sur ce sujet passionnant. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, nous aurons Dr Scanzi qui se présentera, bien sûr, et qui aura pour objectif de nous expliquer le rôle essentiel du microbiote, notamment dans le cas de syndrome de l'intestin irritable. Ensuite, Olivier viendra parler de concepts innovants qu'ils ont mis en place chez Bellavi, donc les symbiotiques, et quelles sont les solutions développées justement pour soutenir l'immunité et la santé des enfants. Ce webinaire est avant tout un espace d'échange. N'hésitez pas de poser des questions que vous aurez tout au long de ce webinaire. En bas à droite, vous avez une petite icône où il y a questions. C'est là que les questions devraient aller. On prendra tout le temps nécessaire à la fin des présentations pour y répondre. Et si jamais vous rencontrez des problèmes de connexion, etc., sachez que vous avez une icône en bas à gauche, aide. Vous appuyez dessus et vous aurez normalement les 4 solutions qui vous permettront de vous reconnecter tranquillement. Donc, la durée de ce webinaire est à peu près une heure. Donc, on prendra 30 minutes pour chacune des présentations et puis 30 minutes pour échanger, répondre aux questions que nous espérons nombreuses que vous aurez d'ici là. Aussi, je voudrais insister sur le caractère international de ce webinaire parce que nous accueillons aujourd'hui des médecins, des pharmaciens, des diététiciens du monde entier, donc à savoir la France, la Belgique, bien sûr, là où nous sommes aujourd'hui, mais aussi de l'Afrique, Maroc, Algérie, Bénin, Côte d'Ivoire, Madagascar, Maurice, Espagne, Grèce. Donc, vous voyez que c'est vraiment une audience internationale et nous sommes ravis que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais poser 3 questions à Dr Scanzi qui vont faire un petit peu le fil conducteur de sa présentation. La première, Dr Scanzi, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bienvenue. On entend de plus en plus parler du microbiote intestinal, mais concrètement, quel est son rôle dans notre santé globale? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est le syndrome de l'intestin irritable qui touche de nombreuses personnes. Moi, en tout cas, autour de moi, je l'entends très souvent. Et sans explication claire, on ne sait jamais, on sait pas, on n'a pas d'informations là-dessus. Et donc, quel est le lien entre le microbiote et cette pathologie? Et la troisième question est la dernière. Quels sont aujourd'hui les axes thérapeutiques les plus promoteurs pour améliorer la prise en charge de syndrome de l'intestin irritable via les microbiotes et bien sûr autres? Merci et bonne présentation. Merci Mouloud, bonjour à tous. Je suis très content d'être là parmi vous pour ce webinaire. Je commence par me présenter. Je m'appelle Julien Scanzi, je suis gastro-entérologue. Je travaille en Auvergne,
à l'hôpital de Thiers et au CHU de Clermont-Ferrand. Et ça fait maintenant une dizaine d'années que je m'intéresse assez spécifiquement au microbiote intestinal et à ses liens avec notre santé. Voilà. Et puis également, heu, je m'intéresse également beaucoup à toutes les maladies intestinales et bien sûr, le syndrome de l'intestin irritable est probablement, la maladie intestinale qui touche le plus de monde et vous allez le voir que ce syndrome de l'intestin irritable, a un lien avec des anomalies du microbiote et donc effectivement, alors je vais essayer de vous partager, une présentation qui devrait, permettre du coup de répondre aux questions qui viennent de m'être posées. Alors, je vais juste couper ma caméra pour l'instant. Hop, alors, OK. Normalement, le diaporama doit être en train d'arriver chez vous de votre côté. Hem, du coup, je vais essayer de vous montrer en quoi le microbiote est bien au cœur du syndrome de l'intestin irritable et donc on va voir un peu comment, moduler le microbiote ensuite pour essayer d'améliorer, ce syndrome qui touche, énormément de gens. La première chose à bien comprendre, ce qui est vraiment très important, c'est ça. Ça semble pas inné, pourtant nous sommes microbiens. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous sommes porteurs d'environ 40 000 milliards de bactéries, ce qui fait à peu près autant que le nombre de nos cellules humaines. Et si on regarde maintenant l'ADN de toutes ces bactéries et de tous ces micro-organismes, on se rend compte qu'on est porteur d'environ 100 fois plus d'ADN microbien que d'ADN humain. Donc nous ne sommes pas qu'humains, nous sommes en fait des êtres hybrides, moitié microbiens, moitié humains, et peut-être même encore plus microbiens qu'humains. Ces micro-organismes, ce sont bien sûr des bactéries. Vous verrez que ce sont les micro-organismes dont on va le plus parler lors du webinaire, mais il y a également d'autres micro-organismes, des virus, notamment des phages, des champignons, des levures, des archées, des parasites. Et ce sont tous ces micro-organismes qui vivent dans des communautés microbiennes qu'on appelle microbiotes. Et ces microbiotes, on en a à chaque interface de notre organisme avec l'environnement. Au niveau intestinal, on va en parler, mais également au niveau cutané, au niveau buccal, au niveau vaginal pour les femmes, au niveau urinaire, au niveau pulmonaire, même au niveau oculaire. On a tout un tas de microbiotes. Mais c'est bien le microbiote intestinal qui va le plus nous intéresser. Déjà, c'est le plus riche de tous nos microbiotes, puisque dans 1 gramme de sel, il n'y a pas moins de 100 milliards de micro-organismes, ce qui fait plus que d'êtres humains sur Terre. C'est de loin le plus étudié et celui, vous allez voir, qui est en lien étroit avec notre santé. Alors pourquoi pour répondre à la question de Mouloud, si on en parle beaucoup actuellement, ce n'est pas juste un effet de mode, c'est tout simplement parce qu'il y a une trentaine d'années, on n'avait pas les connaissances, on n'avait pas les outils nécessaires pour étudier ces microbiotes et notamment ces outils de séquençage à haut débit. Et puis, vous vous en doutez, ce microbiote, il est propre à chacun d'entre nous, à la différence avec une empreinte digitale qui va vous permettre de déverrouiller votre smartphone dans encore de nombreuses années. Votre microbiote, lui, est un véritable écosystème dynamique qui va évoluer tout au long de votre vie et même au long d'une même journée. Donc ce microbiote, il est unique, mais en constante évolution. Alors, on l'acquiert à la naissance, mais il y a vraiment une période clé dans l'acquisition et le développement de ce microbiote qui est la période des 1000 premiers jours, en fait, qui va de la conception de l'enfant et qui prend en compte la grossesse jusqu'à les 2 à 3 ans de l'enfant à peu près. Donc, la grossesse a un impact indirect sur le microbiote. On sait qu'en fonction du mode de vie de la maman, de son alimentation, de si elle va prendre des médicaments, notamment des antibiotiques, etc., ça va pouvoir avoir un retentissement sur le microbiote du futur bébé. La naissance joue un rôle majeur, et notamment il y a 2 paramètres. Il y a l'origine ethnique et géographique de l'enfant qui va bien sûr déterminer une partie, du type du microbiote intestinal, mais également le mode d'accouchement. On sait qu'un bébé qui va naître par césarienne n'aura pas le contact avec la flore vaginale et la flore fécale de la maman et donc va se développer avec un microbiote qui sera un petit peu différent, un petit peu plus fragile dans les premiers mois, premières années de vie. Et puis la petite enfance est très importante. Les premières années de vie, avec l'environnement microbien, l'alimentation, si le bébé va être allaité ou pas, si le bébé va prendre des médicaments ou non, tout ça, ça va bien sûr être différents paramètres qui vont impacter la construction du microbiote dans la petite enfance. Et on considère en fait ensuite que le microbiote va être relativement mature, assez proche de celui d'un adulte, vers l'âge de 3 à 6 ans. Mais il va quand même continuer d'évoluer tout au long de notre vie avec l'impact de 2 choses principalement, l'environnement et notre mode de vie et notamment notre alimentation.
Et ce microbiote intestinal, il nous sert à énormément de fonctions. C'est pas pour rien si on est porteur d'autant de micro-organismes, en nous, c'est que nos microbiotes et notamment le microbiote intestinal remplissent tout un tas de fonctions. La digestion des fibres apportées par exemple par toute l'alimentation végétale, se fait grâce à nos bactéries intestinales. En échange de quoi, elles vont faire de la fermentation et fabriquer des petites molécules qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, acétate, propionate, butyrate. On sait également que les bactéries sont capables de synthétiser, de fabriquer ou de réguler la synthèse d'autres métabolites, comme certaines vitamines, certaines cytokines qui vont participer à l'inflammation, certaines hormones, certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, le GABA, et cetera. Et donc ces métabolites fabriqués ou régulés par le microbiote intestinal vont interagir avec le reste de notre organisme, avec le système immunitaire, avec le cerveau, et on parle beaucoup de l'axe intestin-cerveau, qui participe à la santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression, et on va le voir que cet axe cerveau-intestin joue un rôle également dans le syndrome de l'intestin irritable. On sait que le microbiote est également le premier rempart vis-à-vis de l'invasion de pathogènes, hein, il joue le rôle d'effet barrière, et puis il aide à la régulation du système immunitaire. On sait à l'heure actuelle qu'un système immunitaire, pour qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il y ait un microbiote qui soit riche, diversifié, équilibré, et que des altérations du microbiote peuvent entraîner un retentissement sur le fonctionnement du système immunitaire. On sait également que le microbiote joue un rôle dans notre métabolisme énergétique, la façon dont notre organisme va gérer l'énergie, les calories que vous allez lui apporter, va les stocker, et cetera. Et puis ce qu'on sait depuis peu, c'est que le microbiote joue également un rôle dans notre capacité à métaboliser les médicaments, c'est-à-dire à rendre certains médicaments plus ou moins efficaces. Ça a parfaitement été démontré, notamment dans l'immunothérapie, qui est à l'heure actuelle un traitement très prometteur dans le traitement de certains cancers, même métastatiques. Donc beaucoup de fonctionnalités très importantes du microbiote intestinal pour notre santé. Ça, c'est très important à comprendre, mais lorsque tout va bien, il y a une symbiose entre notre organisme humain et nos écosystèmes microbiens, notre microbiote. Un petit peu de la même façon que cet amphiprion, là, le poisson clown avec une anémone, ou que le rôle des insectes pollinisateurs, en fait, qui vont à la fois bénéficier du fait de manger du pollen et à la fois en faire bénéficier les végétaux via la dissémination dans la nature. Ben, de la même manière, notre organisme humain, s'il apporte avec un mode de vie sain, une alimentation saine, naturelle, riche en fibres, une activité physique régulière, et cetera, s'il apporte tout ça à nos microbiotes, il va maintenir une biodiversité qui, en échange, cette biodiversité va, être propice à une symbiose et à un vieillissement en bonne santé. En gros, l'humain et le microbien cohabitent harmonieusement et sont mutuellement bénéfiques l'un à l'autre. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est souvent plus compliqué. On vit dans un monde qui met à mal la biodiversité animale, environnementale, vous le savez, on en entend beaucoup parler, mais elle met également à mal la biodiversité microbienne, et c'est avec un petit peu les mêmes facteurs. On va dire, beaucoup de pollution, un usage massif de pesticides, une consommation massive d'antibiotiques, éventuellement une augmentation de naissances par césarienne. Alors c'est pas trop en Europe, en tout cas dans certains pays d'Europe, mais dans certains autres pays ou autres continents, c'est en train d'exploser les naissances par césarienne. Et puis, à notre mode de vie à nous. Un mode de vie avec une alimentation pauvre en fibres, très industrielle, riche en additifs de toutes sortes qui vont venir perturber le microbiote. Puis, on a également une sédentarité importante, beaucoup de stress. Et tous ces éléments vont avoir un impact négatif sur la biodiversité microbienne et vont venir appauvrir le microbiote intestinal. Et ça, on sait que malheureusement, c'est propice à une perte de la symbiose et à un vieillissement en moins bonne santé. Alors maintenant, qu'on a expliqué un petit peu en quoi notre microbiote joue un rôle sur notre santé et le fait que d'essayer de le maintenir en bonne diversité pouvait avoir un impact positif. On va faire le point sur ce que c'est que le syndrome de l'intestin irritable et puis je vais vous expliquer du coup le rôle du microbiote sur ce syndrome. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est la pathologie fonctionnelle la plus fréquente à l'heure actuelle. Ça touche des millions de personnes en Europe et rien qu'en France, déjà, c'est des millions de personnes. Et en fait, c'est une pathologie qui associe des douleurs abdominales récurrentes qui surviennent le plus souvent par crise, mais qui peuvent être quasi quotidiennes et qui sont en lien avec la défécation ou avec des modifications de la consistance ou de la fréquence des selles. Quand on fait des examens, que ce soit des prises de sang, des échographies, des coloscopies, on ne retrouve pas d'anomalie particulière. Et puis, ce syndrome de l'intestin irritable, il y a plusieurs sous-types de syndrome en fonction que le patient va être constipé
ou va avoir plutôt de la diarrhée, ou va alterner avec les deux. Et pour ça, pour déterminer le type de sous-type d'intestin irritable, on s'aide de cette échelle de Bristol que vous connaissez peut-être. Ces critères-là, qui sont les critères de Rome 4, sont plus restrictifs que ceux de Rome 3, où on parlait simplement d'inconfort abdominal. Maintenant, pour parler de syndrome d'intestin irritable, on parle de douleur abdominale. Et puis, vous voyez qu'il y a un symptôme, vous connaissez probablement, ce sont les ballonnements, qui ne font pas partie de la définition, et pourtant que la plupart des patients qui ont un syndrome d'intestin irritable présentent ces ballonnements. Voilà, ils sont souvent associés en pratique. Et je vous l'ai dit, c'est le trouble fonctionnel intestinal le plus fréquent. C'est 4 à 10 de la population occidentale en fonction des critères qu'on va choisir. C'est le premier motif de consultation vers un gastro-entérologue. Et ça a beau être une pathologie bénigne, hein, c'est vrai qu'on ne meurt pas de ce syndrome. Pour autant, ça altère profondément la qualité de vie des patients. Et vous le savez probablement, mais les traitements, à l'heure actuelle, sont pour la plupart symptomatiques et peu efficaces. Alors, Mouloud en a parlé, on sait souvent pas trop d'où vient ce syndrome, les patients ne comprennent pas trop, on a du mal à leur expliquer, et tout simplement parce que c'est relativement complexe. En fait, c'est une sorte de puzzle avec tout un tas de facteurs qui sont plus ou moins intriqués les uns aux autres, et vous allez voir qu'en fait, au début, on parlait beaucoup de problèmes de motricité intestinale. C'est parce que l'intestin avait une trop forte motricité ou une trop faible motricité, que le patient avait plutôt de la diarrhée ou de la constipation, puis que ça entraînait des douleurs, des ballonnements, etc. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait également des anomalies de perméabilité intestinale. L'intestin était un petit peu plus poreux. On parle souvent de leaky gut. Ça laisse plutôt rentrer potentiellement des toxines, des mauvaises bactéries. Ça va maintenir un état de micro-inflammation au niveau de l'intestin. On a parlé également de l'axe intestin-cerveau, mais on sait que le stress et l'anxiété jouent un rôle dans ce syndrome, et qu'à l'inverse, il y a euh, tout un axe intestin-cerveau, une communication qui ne se fait pas bien. Et d'ailleurs, les nouveaux critères de Rome décrivent le syndrome de l'intestin irritable comme un trouble de cet axe cerveau-intestin, une perturbation de cet axe cerveau-intestin qui peut même se voir sur des IRM fonctionnels avec certaines zones de la douleur qui s'allument à l'IRM en quelque sorte lorsqu'il y a une stimulation de l'intestin qui n'est pas censée être douloureuse. Et ça met en évidence un phénomène qu'on appelle l'hypersensibilité viscérale. On sait que la plupart des gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont une hypersensibilité intestinale, c'est-à-dire qu'ils ont des douleurs au ventre pour des stimuli intestinaux qui ne sont pas censés entraîner de la douleur. On sait également qu'il y a des anomalies au niveau du métabolisme des acides biliaires, qu'il y a des troubles, des intolérances alimentaires. Et puis ce qu'on sait depuis peu, c'est que le microbiote intestinal également joue un rôle et qu'on retrouve, et vous allez le voir après, chez ces patients, chez la plupart de ces patients, des anomalies du microbiote intestinal. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on s'intéresse au microbiote intestinal et qu'on comprend un petit peu toutes les fonctions qu'il a sur notre organisme, on se rend compte que le microbiote a un rôle sur le métabolisme des acides biliaires, sur la motricité intestinale, sur la perméabilité intestinale, dans le fonctionnement de l'axe intestin-cerveau via la fabrication de neurotransmetteurs, on a dit comme le GABA par exemple, et joue un rôle sur l'hypersensibilité intestinale, joue un rôle sur la tolérance ou les intolérances alimentaires. Et donc, pour moi, j'en fais volontairement quelque chose de vraiment central au sein de cette physiopathologie relativement complexe de ce syndrome. Alors, que montrent les études Julien, pardon, je te Oui. coupe. Il y a sur ta slide, il y a masqué, si tu peux appuyer dessus, parce que ça cache la banderole, ça cache Ah, je suis une désolé, je information. ne pensais pas Je que te vous voyiez ça. remercie et désolé de te couper. Pas de souci. Merci, merci. Là, ça doit être bon maintenant? OK, Excellent, merci. parfait. Je pensais qu'il n'y avait que moi qui voyais ça, désolé. Donc, que retrouvent les études qui regardent le microbiote intestinal chez ces patients porteurs d'un syndrome de l'intestin irritable? Tout d'abord, des altérations qualitatives et fonctionnelles du microbiote. Lesquelles sont-elles? Une diminution de bactéries bénéfiques, comme les Bacteroidota, qui sont l'autre nom du phylum Bacteroidetes, les bifidobactéries, et puis un genre bactérien, Faecalibacterium, notamment Faecalibacterium prausnitzii, qui a un rôle anti-inflammatoire, notamment au niveau intestinal. À l'inverse, on va retrouver une augmentation de bactéries pro-inflammatoires, comme les Bacillota, les Entérobactéries ou certaines bactéries sulfatoréductrices, on va le voir juste après. On retrouve également des altérations du microbiote fongique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement un déséquilibre au niveau bactérien, il y a également un déséquilibre du microbiote fongique, donc des levures et des champignons. Et puis, on retrouve très souvent tout simplement une baisse de la diversité
il y a moins de micro-organismes différents par rapport à la population saine. Et des études montrent que ces anomalies du microbiote sont d'autant plus importantes que le patient souffre d'un syndrome de l'intestin irritable sévère. Alors, quelles sont les conséquences de ces dérèglements du microbiote? Je vais vous en parler. La première, ça va être une baisse de la production de butyrate. Le butyrate, c'est un acide gras à chaîne courte qui a des propriétés anti-inflammatoires, qui est essentiel dans la santé de la muqueuse et de la paroi intestinale et qui aide à la régulation du système immunitaire local. On retrouve moins de bactéries qui vont produire ce butyrate, notamment Faecalibacterium prausnitzii, et donc on a potentiellement moins d'effets anti-inflammatoires et de santé intestinale. À l'inverse, on a une augmentation de la perméabilité intestinale avec du coup une perte de cet effet barrière. Et donc tout ça, ça va favoriser le maintien ou l'aggravation d'une inflammation de bas grade, ce qu'on appelle micro-inflammation. C'est de l'inflammation qui n'est pas diagnostiquée sur des prises de sang ni sur des biopsies standards au niveau des coloscopies, mais lorsqu'on regarde notamment certaines choses comme les mastocytes, on retrouve beaucoup plus de cellules inflammatoires au niveau intestinal. Et puis, ça va engendrer également une surproduction de certains gaz, notamment du sulfure d'hydrogène, qui est un gaz à la fois nauséabond, malodorant, et à la fois qui entraîne plus de douleur intestinale que d'autres gaz. Ça aboutit également à une hypersensibilité intestinale, et on sait que cette hypersensibilité intestinale, elle est présente chez 70 à 80 des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Ça entraîne des anomalies de la motricité intestinale et donc des troubles du transit, diarrhée, constipation ou alternance des deux. Et puis, ça va venir perturber cette communication entre le cerveau et l'intestin. Et donc, ça va venir augmenter les douleurs, le stress et l'anxiété. Et ensuite, il y a un véritable cercle vicieux où plus de stress et d'anxiété entraînent plus de perception de douleur, etc. Et ça, c'est quelque chose, c'est une étude, il y a eu 2 études qui ont montré ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ces études ont montré qu'en fait, si on prenait le microbiote de patients qui souffraient d'un syndrome de l'intestin irritable et qui avaient une hypersensibilité intestinale, si on prenait leur microbiote et qu'on le transférait à des rats sans microbiote, eh ben, les rats se mettaient à devenir hypersensibles et à avoir plus de douleur pour un même stimulus. Donc ça montre que le microbiote intestinal joue un rôle dans la perception de la douleur et dans cette hypersensibilité viscérale, cette hypersensibilité intestinale de nos patients. Et donc ça suggère que le microbiote pourrait être une cible intéressante maintenant pour essayer voilà, d'améliorer, de soulager les gens qui sont porteurs de ce syndrome. Alors comment moduler le microbiote intestinal en pratique? C'est avec toutes les familles de biotiques. Olivier vous en reparlera juste après. Il y a les antibiotiques qui sont plutôt délétères. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais les antibiotiques vont plutôt altérer le microbiote intestinal. Ensuite, vous avez les prébiotiques qui sont des substrats utilisés sélectivement par les micro-organismes qui vont engendrer un effet bénéfique sur la santé. Ces prébiotiques sont majoritairement retrouvés dans l'alimentation, avec les fibres alimentaires, les amidons résistants et les polyphénols. Et ces fibres, ce sont des glucides non digestibles qui sont les fructanes, notamment l'inuline, la pectine, les fructo ou les galactoligosaccharides, et vous avez même les oligosaccharides du lait maternel. Ensuite, vous avez les probiotiques qui sont des micro-organismes vivants qui vont exercer avec une certaine quantité, un effet positif sur la santé de l'autre. Ce seront soit des levures, soit des bactéries. Vous avez ensuite les symbiotiques, qui sont un mélange de pré- et de probiotiques. Vous avez ensuite les postbiotiques, qui sont en quelque sorte des probiotiques qui ne sont plus vivants, des micro-organismes inanimés ou désactivés, ou alors certains composants de ces micro-organismes. Et puis, au-delà de tout ça, j'en dirai un mot à la fin, vous avez la transplantation de microbiote fécal qui consiste à transférer l'écosystème microbien dans son ensemble. Alors, juste un petit mot d'alimentation, parce que c'est important pour ces patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, vous les voyez souvent arriver avec tout un tas de régimes restrictifs, du sans lactose, du sans gluten, du sans FODMAP, et puis vous avez d'autres régimes qui sont le régime méditerranéen, le régime vegan, le régime végétarien, les régimes cétogènes, les régimes paléo, puis le jeûne intermittent. Il y a tout un tas de sortes de jeûnes. Enfin, ouais, il y a tout un tas d'alimentations qu'entreprennent souvent ces patients-là qui ont en général tendance à faire des régimes restrictifs. Alors juste quelques mots sur le régime POVAN FODMAP, puisque c'est à l'heure actuelle l'une des approches diététiques les plus validées, les mieux validées chez ces patients-là.
Les FODMAP sont en gros des sucres fermentés cibles qui vont être mal ou très peu ou pas absorbés par l'intestin grêle et qui vont arriver tels quels dans le gros intestin, être fermentés par les bactéries intestinales qui vont en échange produire des acides gras à chaîne courte, mais également des gaz. Et donc ces FODMAP, en fait, entraînent chez des sujets sains ou chez des patients, une augmentation de la production, d'hydrogène. Donc en fait, qu'on soit, sain ou colopathe, on produit plus d'hydrogène quand on, mange plus de FODMAP. Mais les patients colopathes qui souffrent de syndrome de l'intestin irritable vont, eux, d avoir plus de symptômes, des ballonnements, des douleurs abdominales notamment. Je le fais court, mais globalement, il y a plein d'études qui regardent l'effet des FODMAP et enfin de la réduction des FODMAP dans le syndrome de l'intestin irritable. Globalement, que retrouvent ces études? Le plus souvent, qu'il y a une efficacité sur les douleurs et les ballonnements dans à peu près 2 tiers des patients, selon les études. Malgré tout, les données scientifiques, les études, elles sont assez critiquables parce que souvent, il y a un faible effectif. C'est très difficile de faire des études avec une bonne méthodologie, bien menée, notamment un double aveugle, avec de l'alimentation, hein. Très souvent, les patients ont tendance à savoir un petit peu ce qu'ils ont dans leur assiette. Le placebo était souvent le régime habituel des patients, donc c'est difficile à penser que ce soit un vrai placebo. Et puis, on a souvent peu de données à moyen ou long terme. On ne sait pas si l'effet, de la réduction des FODMAP n'est pas que transitoire. Et puis certaines études montrent que, le régime pour un FODMAP n'est pas forcément supérieur à certains conseils, on va voir juste après. Ça reste un régime restrictif, donc très attention au risque de carence, notamment chez des gens dénutris ou des gens qui auraient des troubles du comportement alimentaire. Et puis qui dit moins de FODMAP, dit moins de fibres prébiotiques parce que certains de ces FODMAP sont des fibres et donc un effet potentiellement délétère sur le microbiote intestinal qui va, continuer d'être de plus en plus appauvri. Pour moi, ça peut constituer une aide initiale, notamment chez des patients qui ont un syndrome d'intestin irritable et qui sont très ballonnés, mais il faut le faire en étant accompagné par des diététiciens, des nutritionnistes et avec, des différentes phases qu'on va voir juste après. Donc il y a 2 approches validées à l'heure actuelle globalement. Les conseils diététiques, du NICE, le National Institute for Health and Care Excellence, qui est en gros, un institut, du Royaume-Uni, qui consiste en fait à donner des conseils relativement simples, de manger à horaires réguliers, de fractionner les repas, de bien prendre son temps, de bien mastiquer, de bien s'hydrater, d'augmenter son apport en fibres de façon, si possible soluble et de le faire de façon progressive et de limiter, voire d'éviter certains aliments plutôt délétères, les aliments ultra transformés, les aliments très gras ou très épicés, l'ail, l'oignon, l'alcool, le café, les boissons gazeuses, et cetera. Et puis vous avez ce régime poivre FODMAP qui consiste en une restriction, une diminution des glucides fermentés cibles et qui se fait en 3 phases. Une première phase d'élimination assez drastique sur plusieurs semaines, ensuite une phase de réintroduction, puis de personnalisation. C'est une approche qui est plus complexe et qui nécessite un accompagnement par un professionnel de santé, professionnel, formé à ce régime et qui ne doit pas être proposé en cas de dénutrition ou trouble du comportement alimentaire. Juste pour redire un mot sur l'alimentation microbiote friendly, c'est une alimentation qui est à la fois riche en fibres, qui vont avoir un effet prébiotique qu'on va retrouver dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les oléagineux, les légumes racines, les graines, les céréales complètes, et à la fois qui va apporter en quelque sorte des probiotiques naturels que sont les aliments fermentés. Vous allez voir dans le yaourt, le fromage, mais également dans la choucroute ou tout un tas de légumes lactofermentés, et puis dans des boissons fermentées également comme le kéfir de lait, le kéfir de fruits et le kombucha. Ensuite, on va parler des probiotiques et vous verrez, Olivier vous en reparlera de façon plus précise tout à l'heure. Les probiotiques, comment ça marche déjà? Les probiotiques, eh ben, ils vont jouer plusieurs rôles, vu que je vous ai dit que notre microbiote jouait tout un tas de rôles dans notre organisme. Comme par exemple, renforcer la barrière intestinale, réguler notre système immunitaire, nous défendre vis-à-vis de pathogènes, nous aider à avoir une meilleure résilience. On sait que le microbiote, plus il est riche et diversifié, mieux il va, résister à certaines agressions, à certaines mauvaises alimentations ou à certains médicaments comme les antibiotiques. Et puis avoir tout un tas d'activités métaboliques comme la synthèse de vitamines, la digestion du lactose, l'aide à la production d'acides gras à chaîne courte, le métabolisme énergétique, la transformation des acides biliaires. Et puis, il va également nous aider potentiellement à améliorer cette communication entre l'axe cerveau-intestin et potentiellement avoir un effet bénéfique sur la santé mentale. Les messages importants dans l'utilisation de probiotiques, c'est que l'efficacité, des probiotiques, elle est liée aux souches et en fonction de pathologies.
Et donc, une association, par exemple, de plusieurs souches, elle ne sera pas forcément plus efficace qu'une seule souche. Et en général, les probiotiques, ils ne vont pas forcément s'implanter durablement dans l'intestin. Souvent, leur effet sera le plus souvent transitoire. Et donc, en cas de pathologie chronique, comme le syndrome de l'intestin irritable, par exemple, il peut être recommandé de prendre ces probiotiques de façon répétée, par cure intermittente, ou même de façon continue, de prendre des probiotiques quotidiennement. Donc ça, c'est les 2 points importants. L'effet, il est souche dépendant et il est également transitoire. Alors, que dit la science par rapport aux probiotiques et syndrome de l'intestin irritable? Globalement, si on prend tous les essais contrôlés randomisés et il y a plusieurs méta-analyses, ces études et ces méta-analyses montrent que l'effet des probiotiques est globalement bénéfique, avec une amélioration globale des symptômes, des douleurs, des ballonnements. Malgré tout, il y a beau y avoir beaucoup d'études, ces études, elles sont assez souvent critiquables avec un faible effectif, une population hétérogène, des souches qui varient énormément d'une étude à une autre, des critères de jugement qui varient énormément d'une étude à une autre. Et donc, la difficulté pour les sociétés savantes de se positionner clairement sur des recommandations euh, pour utiliser, prescrire ces probiotiques dans l'intestin irritable. Malgré tout, il y a des recommandations, notamment de la société euh, de l'Organisation mondiale de la gastroentérologie, la WGO, en faveur de l'utilisation de certains probiotiques. Et je vous ai mis quelques exemples de souches ou de mélanges de souches qui ont montré une efficacité supérieure au placebo dans ce syndrome. Et puis, si on va au-delà des probiotiques, j'ai dit que je vous en dirais un petit mot. Je ne m'étendrai pas forcément là-dessus, mais la transplantation fécale, puisque là, ça montre que transférer le microbiote peut engendrer des modifications de l'état de santé. La transplantation fécale, c'est une procédure qui consiste à administrer les selles d'un individu qu'on considère comme sain à un individu malade porteur d'une dysbiose dans le but de lui rendre un microbiote équilibré, diversifié, propice à une symbiose et à une meilleure santé. C'est un concept qui, peut paraître très innovant et malgré tout, c'est quelque chose d'assez ancien puisqu'on retrouve des écrits chinois du IVe siècle de notre ère qui, expliquaient que certains médecins chinois utilisaient déjà, ce procédé pour guérir certains, cas de diarrhée très sévère ou d'infection alimentaire. Et puis, il a fallu attendre, le début du XXIe siècle pour avoir le premier essai contrôlé randomisé qui a démontré parfaitement que la transplantation fécale faisait mieux que le traitement de référence qui était un antibiotique dans le traitement d'une infection récidivante à une bactérie qu'on appelle Clostridioides difficile. L'efficacité dans cette infection bactérienne, elle est de plus de 90% des 90%, là où les antibiotiques font à peu près 30-35% d'efficacité. C'est très bien toléré, même chez des patients fragiles, des enfants, des sujets âgés ou immunodéprimés. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'en 2025, en dehors de cette infection à cette bactérie-là, la transplantation fécale reste du domaine de la recherche clinique. Comment ça se fait en pratique? Le plus compliqué, c'est de trouver des donneurs sains. Une fois qu'on a trouvé des donneurs sains, on va faire tout un tas d'analyses biologiques au niveau sanguin, au niveau des selles, pour être sûr que le donneur ne soit pas porteur de mauvaises bactéries, de mauvais parasites qui pourraient être transmis au patient. Ensuite, donc ça, c'est à peu près le bilan, il y en a pour, pas loin de 3 000 € de bilan. Une fois qu'on a trouvé un donneur sain, le donneur va donner à la pharmacie de l'hôpital qui va en fabriquer un médicament de façon assez simple. Les sels vont être mixés dans un blender, dilués avec du sérum Phi. On va rajouter un petit cryoconservateur qui est en général du glycérol et ça va être mis au moins 80 au congélateur jusqu'à l'administration chez le patient. L'administration chez le patient, elle se fait de façon relativement simple. Après avoir fait boire au patient une purge, hein, comme avant une coloscopie pour préparer l'intestin. Ensuite, l'administration se fait par des gélules, par un lavement rectal ou par une nasofibroscopie, ce que vous voyez sur la photo du haut. Ça se fait de façon très simple. En ambulatoire, on surveille le patient 2 à 3 heures. Il n'y a en général aucun souci grave. Euh, les quelques soucis graves qu'il y a eu, ont été, dus à la méthode d'administration et on sait que si on le fait par coloscopie, on va prendre le risque, lié à la procédure en soi. Globalement, pas d'effet secondaire à court terme. À long terme, on a un peu plus de doutes puisque, il s'agit carrément de modifier totalement le microbiote en profondeur d'un patient. On sait que notre santé étant liée à l'état et la composition de notre microbiote, ben, va potentiellement modifier la suite de la santé du patient. Et on a peu de données à moyen long terme et c'est pour ça qu'il faut laisser avancer les études et surtout ne pas faire ça soi-même ou ne pas conseiller à ces patients de le faire soi-même. Et juste pour terminer là-dessus, pour vous montrer, alors il y a à l'heure actuelle pas loin d'une dizaine d'études
sur la transplantation fécale dans le syndrome de l'intestin irritable. En gros, la moitié de ces études sont négatives, mais la moitié sont positives. Et celle-ci, elle a été très bien faite sur plus de 160 patients avec un syndrome de l'intestin irritable de forme modérée à sévère. Cette étude a parfaitement démontré l'efficacité de la transplantation fécale versus placebo, avec, vous voyez, une efficacité de plus de 75 voire 80% d'efficacité contre 23 à 25% dans le groupe placebo. Donc très intéressant, et on attend d'autres études, et notamment une étude française qui devrait débuter dans les prochaines semaines. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention et je serai très heureux, bien sûr, de répondre à vos questions après l'intervention d'Olivier. Rebonjour. Écoutez, docteur Julien Scanzi, merci infiniment pour cette brillante présentation. C'est toujours difficile de comprimer en 30 minutes un sujet aussi vaste que celui-ci et passionnant en tout cas. Merci beaucoup. Pour moi, c'était très clair. Et j'espère que nous aurons plein de questions pour en débattre un peu plus tard. Donc, j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, toutes mes excuses. Donc, je suis Mouloud Boukacha, modérateur de ce webinaire. Je viens du monde de la pharma. Aujourd'hui, je suis consultant et coach en même temps. Donc, voilà, c'était juste pour corriger cette erreur du début. On va passer à la présentation d'Olivier. Comme je disais tout à l'heure, Belavie a été cofondu par deux personnes. Il y a Olivier Raymond qui est avec nous ici et Benoît Legault, qui n'est pas ici, qui est sur d'autres priorités aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a deux directeurs dans cette passionnante entreprise. Olivier, rebonjour. On va parler un petit peu de Belavie et puis peut-être de ce concept innovant qui sont les symbiotiques, qui constituent on va dire, cette innovation des produits de Belavie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là et en quoi ça diffère des probiotiques classiques? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de probiotiques sur le marché, donc c'est intéressant de faire une différenciation pour que ce soit compris pour tout le monde. La deuxième question, comme on vient de voir avec Dr Scanzi, l'immunité est un sujet clé, notamment dans le contexte actuel. Comment le microbiote influence-t-il le défense immunitaire et comment Belavie Immuno, qui est un des produits de Belavie, agit-il sur cet équilibre? Et la troisième et la dernière question, la santé des enfants est une préoccupation majeure pour les parents. Quels sont les défis spécifiques liés au microbiote infantile et comment Belavie, avec le produit qui s'appelle Belavie Children, y répond-il? Merci. Merci Mouloud. Bonjour à tous. Et donc Olivier Raymond, je suis un des deux fondateurs et je suis microbiologiste. Un tout grand merci au docteur Scanzi pour sa présentation qui était très claire. Effectivement, en parlant de transplantation fécale, c'est une technologie très prometteuse, mais comme vous l'avez dit, docteur Scanzi, à ne pas faire soi-même. Par contre, prendre des probiotiques, c'est plus facile. Mais encore faut-il choisir les bons. Et c'est ça que chez Belavie, on a développé un concept que je vais vous passer ici, un concept qui s'appelle symbioceutical. Et pourquoi est-ce plus qu'un simple probiotique? En fait, dans toutes les formulations et dans chaque formulation de notre produit, nous avons sélectionné des souches bien spécifiques de probiotiques. Chaque souche a été sélectionnée en fonction des études cliniques qu'elle apportait et en fonction des résultats de ces études cliniques, on les a mélangés avec des prébiotiques. Et les prébiotiques, comme Dr Scanzi vous a dit, c'est important, c'est des fibres, c'est les nutriments spécifiques des probiotiques. Ensemble, ils travaillent en synergie, c'est pour ça qu'on appelle ça des symbiotiques. Et nous avons rajouté dans chaque formule des nutraceutiques. Ce sont des ingrédients actifs qui procurent un effet bénéfique sur la santé et sur les zones ciblées. Et ce mélange de symbiotique et nutraceutique, ou nutraceutical en anglais, on a appelé ça symbioceutical. Et en fait, quel est l'avantage de ce concept de symbioceutical? C'est qu'on va avoir une double action. On va avoir une action locale grâce aux symbiotiques loco-régionales et une action systémique grâce aux nutraceutiques.
Alors, effectivement, il y a d'autres avantages dans notre formulation, dans notre concept. Bon, le fait que ce soit fabriqué en Belgique, c'est important. Ce sont des cellules, des souches vivantes, et on va voir qu'on va les garder vivantes du fermenteur jusqu'à l'intestin avec notre formule innovante. Et on va apporter de la diversité. On en a parlé tout à l'heure de cette importance de cette diversité. On a jusqu'à 8 souches différentes de probiotiques, que ce soit des lactos, des bifidos, des bacilles, même des levures, avec des quantités importantes par gélule, jusqu'à 10 milliards d'unités formant colonie. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on va utiliser des gélules gastro-résistantes qui vont protéger ces bactéries, ces probiotiques des sucs de l'estomac et va libérer les substances actives uniquement dans l'intestin. Et on va voir qu'on a des gélules aussi spécifiques pour enfants. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une résistance à des conditions extrêmes que peuvent subir les probiotiques. C'est pour ça qu'on utilise des souches qui sont parfois plus résistantes aux facteurs externes et des emballages qui sont également résistants à l'humidité. Alors, si je parle un peu plus maintenant de notre Belavie Symbioscience Immuno, spécialement prévu pour des problèmes, entre autres, de syndrome de l'intestin irritable. Effectivement, comme on vous l'a déjà dit, cette dysbiose qui est importante dans ces cas-là et qui peut être due à toute une série de problèmes, eh bien, on va nous essayer de résoudre ces problèmes de dysbiose qui peuvent amener à ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé tout à l'heure, le leaky gut. Et qu'est-ce que c'est que le leaky gut? C'est quand on va avoir des jonctions entre les cellules de l'intestin qui seront moins serrées, moins fortes que dans un intestin sain. Et cette possibilité de jonctions qui sont compromises et qui vont faire passer un certain nombre d'éléments qui vont provoquer soit des inflammations ou des infections, eh bien, on sait que ça, c'est dû, quand on regarde un peu une paroi d'un microbiote sain qui contient une grande diversité de bactéries et de micro-organismes, ces micro-organismes vont aider à refermer ces cellules dans la paroi intestinale. On voit dans un microbiote qui a des problèmes inflammatoires qu'il y a des canaux des passages qui vont se créer entre la lumière de l'intestin et la circulation sanguine qui vont faire déclencher toute une série de réactions inflammatoires. Et effectivement, ça consiste en quoi? Mais c'est souvent quand on a une bonne, à la droite, une bonne liaison entre les cellules, c'est grâce, entre autres, aux acides gras à chaîne courte, short chain fatty acids, qui viennent d'une alimentation riche en fibres et qui vont développer un certain nombre de mécanismes de production de protéines comme l'occludine, la claudine et la lactine qui vont faciliter cette liaison entre les cellules qu'on n'aura pas quand on aura une alimentation plus fibre en fibres et faible en production d'acides gras à chaîne courte. Et une des ingrédients qui va permettre de produire ces short chain fatty acids, qui sont l'acide butyrique, l'acétate ou le propionate, c'est entre autres l'inuline qui va amener énormément de production de ces acides gras à chaîne courte. Et cette inuline va amener tout aussi une série d'avantages comme la source d'énergie pour les colonocytes qui vont
permettre de combattre l'inflammation, jouer un rôle crucial dans le maintien de l'homéostasie, etc., améliorer la fonctionnalité du système immunitaire, etc. Et voilà ce que nous avons développé dans la composition de l'immuno. Eh bien, nous avons 8 types différents de probiotiques bien identifiés, que ce soit des bacilles, des lactos, des bifidos, et on a même du Saccharomyces boulardii. On a rajouté un prébiotique qui est l'inuline et on va rajouter également des nutraceutiques qui sont la vitamine C et la vitamine D3. On va voir que la vitamine D3 joue aussi un rôle dans le syndrome de l'intestin irritable. Et ce mélange-là va pouvoir permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Nous, principalement, on utilise l'immuno pour effectivement améliorer le système immunitaire, mais aussi réduire la diarrhée infectieuse, que ce soit causée par une bactérie ou des virus. Aussi, dans le cas de bactéries, de diarrhée associée aux antibiotiques. Par exemple, j'ai repris ici un certain nombre, quelques études cliniques prouvant que les bactéries que nous utilisons, que nous avons développées, que nous avons mis dans nos cellules, dans nos gélules, sont effectivement efficaces pour les syndromes de côlon irritable. Par exemple, ici, c'est une étude randomisée en double aveugle sur un petit nombre, malheureusement, de sujets, mais on a comparé ça à un placebo pendant 80 jours. Et c'est un article qui date de 2021, donc assez récent, et ils arrivent en conclusion que le Bacillus coagulans, un des probiotiques que nous utilisons, est efficace pour atténuer l'ensemble des symptômes physiopathologiques du syndrome de l'intestin irritable et améliorer ainsi la qualité de vie globale évaluée. Un autre article ici qui est un peu plus âgé, qui a été fait il y a un peu plus longtemps, en 2012, a montré, toujours dans une étude randomisée à double aveugle, sur 214 patients, qu'on va améliorer avec un traitement de 4 semaines et en utilisant le Plantarum, un des probiotiques que nous utilisons aussi, qui permet de soulager efficacement les symptômes, en particulier les douleurs abdominales et les ballonnements chez les patients souffrant de syndrome intestin irritable. Également, dans cette même étude, on a trouvé qu'à la 4e semaine, pratiquement 80% des patients ont jugé l'effet symptomatique du Plantarum comme excellent ou bon contre le placebo qui ne montrait que du 8% d'efficacité. Une autre étude qui est ici une méta-analyse et qui regroupe donc 43 études randomisées à double aveugle et ici sur plus de 5000 patients. Et cette méta-analyse qui a été publiée en 2022, donc très récente, a montré que, entre autres, le Bacillus coagulans à 8 semaines se classait au premier rang dans l'amélioration des scores de la douleur abdominale et d'effort. Le Plantarum c'était classé au premier rang pour améliorer la qualité de vie des patients. Et on a aussi l'acidophilus, Lactobacillus acidophilus, qui présentait une incidence beaucoup plus faible d'événements indésirables. Alors, encore un petit papier qui est sorti en 2023, qui est sorti dans le journal Nutrition, et qui avait comme objectif d'apporter des recommandations nutritionnelles claires pour les personnes souffrant de syndrome du côlon irritable. Et ils viennent en conclusion que les probiotiques peuvent être bénéfiques pour ce traitement et principalement le Plantarum, le coagulans, pour réduire les douleurs abdominales, les ballonnements et les troubles du transit. Et en plus, la vitamine D joue également un rôle important dans la barrière intestinale, vitamine D que nous avons également dans nos formulations Belavie Immuno pour les réponses inflammatoires. Et cette supplémentation pourrait
améliorer les troubles digestifs et aussi réduire l'anxiété et la dépression qui sont souvent associées à cette problématique. Donc, en résumé, on a un complément alimentaire, la vie immuno, qui a une formulation innovante en ayant des probiotiques, des prébiotiques et des nutraceutiques, comme la vitamine D3 et la vitamine C, avec une diversité. On a 7 probiotiques différents, plus de la levure. C'est bien documenté en termes de souches et d'études cliniques, et on a vu que ces mécanismes d'action qui sont dus à du coagulance du plantarum, les acides gras à chaîne courte, la vitamine D et l'inuline ont été bien décrits. C'est des ingrédients sûrs et naturels avec une protection des probiotiques dans notre administration grâce à ces cellules résistantes. Et c'est des packagings qui sont adaptés aux probiotiques dans des pays parfois où il fait plus chaud et plus humide. On prévoit des durées de traitement, soit de plusieurs mois ou quand on est en cure d'une quinzaine de jours. Alors, la deuxième question que Mouloud m'avait posée, c'était les enjeux du microbiote chez l'enfant et comment la vie de Children y répond spécifiquement. Et effectivement, un des guidelines qui est important et qui a été publié par le World Gastroenterology Organization démontre et reprend toute une série d'avantages que peuvent apporter les probiotiques chez l'enfant, que ce soit la prévention et le traitement de la diarrhée, l'amélioration de la santé intestinale, la réduction des allergies et de l'eczéma, le renforcement du système immunitaire, la prévention des coliques, prévention des caries, réduction des infections des voies respiratoires supérieures et l'amélioration de l'efficacité des vaccins oraux. Et effectivement, comme on l'a dit, les 1000 premiers jours sont importants dans la vie de l'enfant pour créer ce microbiote sain et cette diversité. Et dans la composition de notre Belavit Children, on a effectivement encore aussi 8 souches différentes avec cette diversité, Bacillus, Lactobacillus, Bifidobacterium et Saccharomyces, avec également de l'inuline et comme nutraceutique, on a rajouté cette vitamine D3 toujours importante, plus du zinc qui va aider également au niveau de la croissance de l'enfant. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans le World Gastroenterology Organization, dans le guideline, ils ont repris toute une série de probiotiques et de prébiotiques qui sont intéressants et qui vont améliorer, qui vont avoir un effet sur le syndrome du côlon irritable. Eh bien, on reprend des souches comme le Saccharomyces qu'on a dans nos deux formules, le Bifidobacterium infantis qu'on retrouve dans le Children, et on a toute une série de souches qui sont bénéfiques, qui vont améliorer les symptômes du côlon irritable grâce à leur activité au niveau du côlon et de l'intestin. Et donc, des souches comme Bacillus coagulans et la vitamine D sont aussi importantes pour ces symptômes et soigner ces symptômes. Alors, effectivement, en bref, la vie Children, c'est également une formule innovante avec ces probiotiques, prébiotiques et nutraceutiques, avec une diversité. Je reprends encore ça, c'est très important d'avoir cette diversité, bien documentée, on vient de le voir dans les différents papiers et les différents guidelines qui sont proposés, avec des mécanismes d'action qui sont connus, prise facile également au niveau du Children, où on a décidé de mettre une capsule qui est facilement, qui s'ouvre facilement et qui peut facilement aider la maman à mélanger le contenu à l'alimentation, parce que c'est parfois difficile pour un enfant de faire avaler des gélules. Et toujours ce packaging adapté aux probiotiques. Avec toujours cette durée de traitement qui peut être soit en prévention, soit en cure, de quelques jours à plusieurs mois, avec une posologie de 1 gélule par jour.
Ce qui est important pour nous aussi, c'est de prouver que derrière l'innovation, on a aussi la qualité, et c'est pour ça que nous avons voulu être certifiés le plus tôt possible. Nous sommes certifiés ISO 22000, certifiés GMP et HACCP, et nos produits sont également certifiés halal. Un autre point également, aujourd'hui, Bellavi se retrouve dans plusieurs pays. On se retrouve aussi bien en Europe qu'en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Voilà un petit peu la présentation que je voulais apporter. Olivier, merci infiniment pour cette présentation très brillante et très claire. Nous allons conclure et ensuite on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées par notre audience de ce jour. Donc la conclusion, Bellavi Symbioceutical, des formules innovantes, comme Olivier vient de l'expliquer, scientifiquement prouvé. Il a partagé avec vous un certain nombre d'essais cliniques sur des choses qui composent des produits développés par des scientifiques. Olivier Benoît, fabriqué en Belgique avec une qualité certifiée, comme il vient de le présenter à l'instant. Bellavi Symbioceutical Immuno et Children, des options supplémentaires à ajouter à l'arsenal thérapeutique qui sont en votre disposition aujourd'hui. Donc, ça vous apporte des solutions supplémentaires pour justement apporter des soutiens et au bénéfice des patients. Ensuite, le troisième point, c'est que spécialement pour ce webinaire, Olivier a bien voulu mettre en place une remise spéciale de 30% sur le prix public avec les références que vous voyez aujourd'hui. Et vous avez le site de Bellavi qui est www.bellavi.eu. Et avec ce code, vous pouvez évidemment bénéficier de cette remise spéciale pour ce webinaire. Donc, sans plus attendre, Dr Scanzi, Olivier, on va passer en revue les questions qui ont été posées par l'audience. Donc, je pense qu'on a déjà répondu à la question de replay. Donc, il y aura bien sûr un replay qui sera envoyé à la fin de ce webinaire qui a été posé par Madame Caroline Stoven. Ensuite, il y a une question à laquelle Olivier a répondu, mais je pense, Dr Scanzi, si on peut prendre 2 secondes pour un petit peu peut-être étayer le LFD, qui est le Low Food Map Dietary, si on peut dire 2-3 mots. Bon, j'ai mis LFD pour gagner du temps sur mes diapositives, mais c'est le Low FODMAP Diet, où en gros, c'est le régime pauvre en FODMAP, celui que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant potentiellement bénéfique pour les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, mais qui, à l'inverse, peut aggraver un déséquilibre du microbiote, donc toujours le faire en étant accompagné par une diététicienne, un diététicien formé à ce régime, et ne pas le faire chez tout le monde. Hein, et j'ai insisté sur le risque de dénutrition ou d'aggravation de certains troubles du comportement alimentaire avec des régimes restrictifs. Et c'est toujours un régime à faire en plusieurs phases, une phase d'éviction. Et en cas d'amélioration des symptômes, on peut réintroduire progressivement catégorie de FODMAP par catégorie de FODMAP pour essayer d'avoir une alimentation assez personnalisée. Et si bien sûr au bout d'un mois de régime sans FODMAP, il n'y a aucun changement, ça ne vient pas de là, ce n'est pas les FODMAP le problème, auquel cas on reprend bien sûr les FODMAP pour ne pas rester ad vitam aeternam avec un régime restrictif qui n'aurait pas d'intérêt sur les symptômes. Merci beaucoup. Une autre question qui me paraît super pertinente en fait, et ça tombe bien parce que Dr Scanzi est gastro-entérologue de Cécile Bourse. Est-ce qu'il est conseillé une prise de probiotiques post-coloscopie? Alors, il n'y a pas d'études à l'heure actuelle qui montrent un bénéfice potentiel de prendre de prise de probiotiques après une coloscopie. On va considérer en fait que le microbiote est censé être résilient et effectivement, la purge, en fait, ce n'est pas tant la coloscopie en soi qui altère le microbiote, mais c'est la purge, le produit qu'on va boire pour éliminer le contenu intestinal. On sait que ça altère le microbiote, c'est vrai, mais ça l'altère moins profondément qu'une prise d'antibiotiques et on n'a à l'heure actuelle pas d'arguments scientifiques pour dire qu'il faut absolument prendre des probiotiques dans cette indication-là. Malgré tout, je ne pense pas que ce soit une erreur de le faire. En tout cas, je pense qu'il faut être vigilant en cas de coloscopie sur la période avant et après la coloscopie pour avoir un mode de vie sain, une alimentation saine
et éventuellement, pourquoi pas, prendre les jours précédents et les jours qui suivent quelques probiotiques. Mais c'est en gros, l'idée, c'est pas parce qu'on fait une coloscopie que les 3 mois d'après, il faut prendre tout un tas de Ouais. probiotiques. Ça, ouais. Voilà. On sait aussi que le fait de prendre des probiotiques à un moment où le microbiote essaie de se restaurer, ça peut être contre-productif. Donc, ce qui est important, c'est de les prendre lors des perturbations et donc pendant la prise d'antibiotiques, par exemple, plutôt que dans les mois qui suivent. Ok, merci beaucoup. Une autre question qui concerne l'hépatite B. Alors, est-ce que les produits Bélavie ou le produit Bélavie est capable de guérir définitivement l'hépatite B? Alors, je dirais d'abord, on ne fabrique pas de médicaments, hein. Nos produits, c'est des compléments alimentaires, donc on ne peut pas parler de guérir ou de soigner. On va aider peut-être dans certains cas. Alors, vis-à-vis de l'hépatite B, je n'ai pas de réponse directe, mais l'apport d'un complément riche en probiotiques va faire quoi? Va améliorer la réponse immunitaire, va booster la production des lymphocytes B, les lymphocytes T. Donc, ce sera toujours intéressant pour combattre les infections, que ce soit une hépatite ou autre. Également aussi, on a le microbiote qui produit des bactériocines, qui sont des sortes d'antiseptiques naturels produits par ces probiotiques. Donc, ça va également être une source qui va aider à répondre à ce problème. Mais on ne peut pas dire qu'on va guérir de l'hépatite B avec des probiotiques. Docteur Sconzi, peut-être un complément Alors, d'information pour oui, l'hépatite B? juste pour compléter, effectivement, à l'heure actuelle, aucun traitement, y compris les médicaments, ne permet de guérir de l'hépatite B. On a des Exactement. traitements qui sont des antiviraux et qui sont le plus souvent suspensifs, qui parfois permet à notre organisme de se débarrasser du virus, mais en tout cas, il y a à l'heure actuelle pas de traitement qui permet de guérir de l'hépatite B, y compris voilà, des traitements médicamenteux coûteux, etc. Mais comme l'a dit Olivier, c'est vrai que c'est important. Il y a quelques études, il y a notamment des études qui ont montré l'impact de la transplantation de microbiote fécal dans l'augmentation des guérisons de l'hépatite B via des phénomènes immunologiques. Donc, en fait, si on guérit de l'hépatite B, c'est notre système immunitaire qui nous débarrasse du virus. Et effectivement, les probiotiques, ou en tout cas des modulations du microbiote, peuvent moduler les choses et peut-être donner plus de possibilités d'aller vers une guérison, mais en aucun cas, il y a un traitement, quel qu'il soit, qui ne permet ça tout seul. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. Une autre question de Brice Calcio. Peut-on parler de personnes saines uniquement via son microbiote et à l'inverse, de personnes non saines, donc malades, si son microbiote diffère de la normalité? C'est une très bonne question. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'est un microbiote sain. Globalement, ce qui se rapproche le plus de la définition d'un microbiote sain, c'est un microbiote riche, diversifié, avec une grande diversité microbienne, qui sera donc, dont le microbiote sera du coup capable de remplir toutes les fonctions essentielles. Malgré tout, on sait que parfois, il peut y avoir un déséquilibre, mais qui n'aura pas de retentissement à partir du moment où si on perd certaines bactéries bénéfiques, si on en a d'autres qui font en gros, qui remplissent les mêmes fonctions, ce n'est pas délétère. Et là encore, on peut prendre une personne parfaitement saine, un Chinois parfaitement sain, un Africain parfaitement sain, un New-Yorkais parfaitement sain. Ils n'ont pas le même type de microbiote parce qu'ils ne vivent pas dans le même environnement, ils n'ont pas la même alimentation. Les fonctions qui remplissent le microbiote sont différentes. Donc, c'est très difficile à l'heure actuelle de définir ce qu'est un microbiote sain. Toujours est-il que quand on en parle sur les études, ce sont des comparaisons de microbiote d'une population avec une maladie avec le microbiote de population saine. Et donc, ça met en évidence certaines anomalies. Parfois, on retrouve le même type d'anomalie entre les patients. C'est le cas, par exemple, dans la maladie de Crohn ou dans le cancer colorectal. On sait qu'il y a certains types d'anomalies qu'on va retrouver spécifiquement dans ces maladies-là, qu'on ne va pas retrouver en général. Donc, on va commencer à dégager certains biomarqueurs, c'est-à-dire certaines augmentations de certaines bactéries qui seraient plutôt délétères ou d'autres plutôt bénéfiques. Mais en aucun cas, ça permet pour l'instant de distinguer très facilement via le microbiote quelqu'un de sain ou quelqu'un de malade. C'est aussi pour ça que les sociétés savantes, à l'heure actuelle,
ne préconise pas d'analyse du microbiote pour vous soigner. Pour l'instant, on n'est pas encore capable de le faire correctement. Ça viendra probablement bientôt, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, mais en tout cas, la question était très pertinente. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Dr Skonzi, d'y répondre. Une autre question de Moussa Azam. Si pour la santé digestive, il est conseillé de consommer au moins 5 grammes d'inuline, donc entre parenthèses, et plus de 25 grammes de fibres en général, est-ce pertinent de mettre quelques dizaines de milligrammes contenus dans la gélule? Alors peut-être une question pour Olivier. Oui, effectivement, vous avez raison. C'est important de d'avoir une alimentation riche en fibres. Nous sommes, limités dans la quantité qu'on peut mettre dans une gélule et effectivement, nous avons décidé de mettre une quantité qui est adaptée à nos bactéries, à nos probiotiques qui sont dans la gélule. Mais effectivement, à côté de ça, il est important d'avoir une alimentation riche, continuer à avoir une alimentation riche en fibres, en mangeant toute une série de fruits, de légumes, etc. C'est ça, effectivement, on aurait dû avoir, s'il fallait fournir la quantité nécessaire, on aurait dû avoir des quantités importantes de gélules, ce qui n'était pas l'objectif ici. OK. Et Olivier, la même question pour la vitamine D. Puisqu'on parle d'unité internationale de vitamine D, ici, est-ce pertinent de donner 60 unités internationales de vitamine D? Effectivement, c'est aussi, ici dans notre cas, ça, un complément. On ne va pas se focaliser sur les gens qui ont un déficit de vitamine D, mais simplement un supplément journalier pour essayer d'éviter ces problèmes de vitaminose, de problèmes de vitaminose D ou de trop faible quantité de vitamine D, où là, on va prendre un traitement spécifique, tandis qu'ici, c'est un traitement journalier d'enrichissement en termes de vitamine D, mais pas une réponse à une faible quantité au niveau sanguin. Docteur Skonzi, peut-être un complément d'information sur ces deux points ou Non, je partage l'avis d'Olivier, effectivement, il n'y a pas de rajouter. Très bien. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom. Ezekiel Komagbo nous pose la question sur Belavie Immuno. Peuvent-ils jouer un bon rôle dans le cas de l'hépatite B? Oui, je crois qu'on y a répondu juste avant, je pense. Une autre question intéressante, alors là sur le côté pratique, donc c'est pour Olivier, d'Elsa de Vauviollet. Bonjour, si on ouvre la gélule, on perd la gastrorésistance. Comment les bactéries se portent de ce jour dans l'estomac? Ça, je pense que c'est pour Children. Hein. Oui, effectivement. Dans notre formulation Children, on a décidé de prendre une gélule qui s'ouvre facilement et qui va permettre de le mélanger aux aliments. Effectivement, dans ce cas-là, nous allons perdre une partie des probiotiques durant le passage dans l'estomac, mais c'est pour ça que nous avons surdosé la formule. Et donc, on rajoute, on sait qu'il y a à peu près 50% de perte dans le passage dans l'estomac. Et donc, c'est pour ça que nous avons ajouté 50% en plus de probiotiques, tout en notant sur l'emballage qu'il n'y a que 5 milliards de probiotiques, mais c'est 5 milliards de probiotiques qui vont arriver dans l'intestin. Merci Olivier. Une question de Céline Livens. On parle, alors là c'est vraiment côté pratique, je pense que c'est pour Olivier, c'est pour le Dr Julien Skonzi, je pense que le côté pratique, côté aussi prescripteur. On parle de la durée de traitement des probiotiques, mais comment et quand bien les prendre? Alors nous, ce qu'on recommande, nous, dans la prise des probiotiques, généralement, on préconise de les prendre à jeun pour essayer effectivement éviter cette activité gastrique
trop fortes qui pourraient en partie les détruire. Mais dans le cadre de l'immuno, où on a une gélule gastro-résistante, on n'a pas cette problématique et on pourrait les prendre quand on veut. Peut-être plus pour le children, le prendre en début des repas. Mais pour nous, il n'y a pas vraiment un moment bien précis grâce à cette gastro-résistance. Mais je ne sais pas si Dr Kanzi a d'autres avis. Non, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Le principal, c'est qu'il y a effectivement une gastro-résistance avec la gélule. Après, il y en a qui conseillent de le prendre plutôt à jeun, d'autres plutôt en mangeant, justement pour qu'il y ait moins d'impact de l'acidité, enfin, de l'acidité de l'estomac en mélangé à de la nourriture. Il y a pas de… Scientifiquement, on n'a pas de données qui disent qu'il faut absolument le prendre à jeun ou en mangeant, etc. Donc, il y a pas le principal, c'est qu'il y ait de la gastro-résistance et que les études montrent qu'il y ait une survie d'une majorité des souches probiotiques dans l'intestin. Merci. On a une question d'Algérie de Madame Siem Zitouni. Alors ça, c'est une question pour toi, Olivier. Quel produit est actuellement disponible en Algérie? Alors, en Algérie, on a déjà quelques produits. Il y a le Children, l'Immuno. On a un autre produit spécifiquement pour les femmes qui était aussi disponible pour la flore vaginale. Et également, on est en train de lancer un nouveau produit qui est en Algérie, qui est relatif à l'axe intestin-cerveau. Mais on pourra vous transmettre les informations sur notre distributeur en Algérie. Et les noms des produits qui sont présents en Algérie, je pense que c'est important pour qu'elle sache exactement les retrouver. Oui, alors, la question, pardon. Oui, ça, on fournira directement le nom exact. Parfait, parfait. Donc, il y a Hippolyte Samson Fagbom, je pense qu'on a la réponse de Dr Sconzi. Est-ce que le webinaire, il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Ensuite, il y a une deuxième question de Mme Siam Zitouni. Un SII peut être lié à un SIBO? Est-ce que ces souches peuvent être conseillées dans ce cas-là? Je pense que c'est pour Julien Sconzi. Alors, vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que j'ai un petit problème de connexion tout de suite. Là, on entend. Bon, parfait. Parfait. Oui, alors, il y a des études qui montrent que parmi les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, certains auraient peut-être ce qu'on appelle un SIBO, qui est une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. Le problème, c'est qu'on a du mal à diagnostiquer de façon fiable ce SIBO et les traitements qui sont à l'heure actuelle le mieux évalués dans le SIBO sont les antibiotiques. Est-ce que la prise de certains probiotiques dans ce cas-là peut être bénéfique ou pas? Je pense qu'en fait, il y a des études qui montrent que certains probiotiques soulagent, d'autres qui montrent que les probiotiques aggravent les symptômes. Donc, je pense que vu que le microbiote il n'y a pas de règle et je pense que le plus important, c'est d'essayer certains probiotiques, de voir si ça améliore ou non. En tout cas, à l'heure actuelle, si on se base sur la science, il n'y a pas de réponse claire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Une question qui nous vient de l'île Maurice, et je salue nos amis mauriciens, donc Jean-Marc et Vijay. La question concerne la culture générale, donc Akkermansia dans l'intestin. Quel rôle peut jouer l'Akkermansia dans l'intestin? Alors, j'ai parlé un petit peu de Faecalibacterium prausnitzii, qui serait une bactérie bénéfique via notamment la production d'acides gras à chaîne courte comme le butyrate, et donc qui joue un rôle dans la santé intestinale, c'est-à-dire dans l'intestin irritable et surtout dans des maladies comme la maladie de Crohn. On sait que les gens qui ont une maladie de Crohn n'ont pas assez de Faecalibacterium prausnitzii et que ça participe probablement à la maladie. Akkermansia mucinifila, c'est une autre bactérie qui semble très bénéfique, mais dont les bénéfices alors il semble y en avoir plusieurs, mais plutôt sur le plan métabolique en termes de régulation du métabolisme énergétique, diminution du risque de diabète, amélioration de la sensibilité à l'insuline, etc. Okay. Merci beaucoup. Une autre question qui vient d'Algérie, donc toujours Madame Siam Zitouni. Est-ce qu'il y a une étude portant sur l'association présente dans le produit Belavie, pas sur les souches individuelles?
Alors, on a déjà fait des études cliniques, pas sur l'immuno ni le children, mais sur notre Bellavie Woman, où on a comparé l'administration de probiotiques comparée à des antibiotiques dans le cadre de vaginose bactérienne, qui montraient un résultat semblable sans avoir des effets secondaires grâce aux probiotiques. On est en train, nous aussi, de continuer à faire des études cliniques sur l'ensemble des souches, sur nos produits finis, mais ce sont des études qui prennent du temps, qui coûtent beaucoup d'argent, et donc on ne sait pas toutes les faire en même temps, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Merci Olivier. Une question d'Hippolyte Samson. Donc, il y a deux questions. La première, les enfants qui ne digèrent pas le lactose peuvent-ils prendre Billavie Children? Et la deuxième Oui, question. il n'y a pas de lactose dans le produit, donc il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Les enfants qui ont des troubles digestifs suite à la prise des antibiotiques peuvent-ils prendre Billavie Children? Alors là, oui, certainement, pour nous, c'est important et c'est une des raisons pour laquelle un traitement de probiotiques, une administration de probiotiques est intéressante, c'est dans le cadre d'antibiotiques. Et dans notre formule, ce qui est intéressant également, c'est que dans notre formule Children, nous avons mis des Saccharomyces qui sont non pas des bactéries mais des levures et donc qui vont jouer leur rôle quel que soit l'antibiotique le traitement quel que soit l'antibiotique, puisqu'il n'est pas, le Saccharomyces étant une levure, n'est pas sensible aux antibiotiques. Merci Olivier. Alors, je ne sais pas si une question de Madame Siam Zitoun, je ne sais pas si une question ou une affirmation. La vitamine D a un rôle anti-inflammatoire, entre autres, généralement pas pour corriger une carence ici. Je vous laisse Voilà. le docteur Sconzi répondre ou Olivier. Bon, ben, J'ai pas compris. En tout cas, la vitamine D joue tout un tas de rôles pour la santé osseuse, la santé musculaire, la santé intestinale, l'immunité. Ça joue quasiment le rôle d'une hormone. Et donc, avant tout, il faut être dans un dosage recommandé. Donc, on sait que 80% de la population générale est carencée en vitamine D. Et donc, cela justifie d'une supplémentation. Et il y a peu de supplémentations qui sont recommandées à une majorité de la population, mais la vitamine D en fait partie. Et par exemple, les pédiatres recommandent très, très fortement la supplémentation en vitamine D dans la petite enfance et dans l'enfance. Et de la même façon, les adultes, maintenant qu'on ne met plus beaucoup le nez dehors, cela justifie également d'être supplémenté. Donc non, je pense qu'il faut essayer de tout faire pour avoir un taux normal en vitamine D. Et encore plus quand il y a des maladies intestinales. Merci beaucoup. Alors, il y a une question d'un médecin de l'île Maurice qui demande, alors ça, je pense que Olivier peut-être ou Dr Sconzi, ça concerne notre produit qui s'appelle Billavie Woman, qui est plutôt indiqué dans les vaginites infectieuses ou dans les infections urinaires type cystite, etc. Est-ce que Billavie Woman peut être indiqué ou prescrit pour un homme en cas d'infection urinaire? Alors, dans le Bellavie Woman, vous allez avoir une série de probiotiques qui sont parfois un peu plus orientés vers la flore vaginale, mais néanmoins vont passer par l'intestin et donc vont jouer aussi leur rôle de booster le système immunitaire. Et donc là, je dirais que dans le cadre de toute infection, c'est intéressant. Et le produit contient aussi de la cranberry qui, on sait, empêche, grâce à un ingrédient qui est le proanthocyanidine, empêche la fixation de certaines bactéries comme les E. coli dans la paroi urinaire. Alors, je n'ai pas énormément de retours sur des cas chez l'homme, mais s'il a la même fonction, ça devrait pouvoir agir de la même façon chez l'homme comme chez la femme. Mais on n'a pas encore de retour très important à ce niveau-là, de retour scientifique. Merci beaucoup, Olivier. Une autre question qui vient d'Ezekiel Koumakbo. Quel produit de Billavie peut-on utiliser pour traiter la tuberculose?
Comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours des compléments, donc on ne va pas traiter une maladie, on va aider à se défendre et tous les probiotiques, et je dirais l'immuno qui est plus orienté dans le cadre d'infection, va jouer plus ce rôle-là. Et grâce également avec la vitamine C qui est connue aussi pour booster le système immunitaire et la vitamine D. C'est un concept et c'est un mélange d'ingrédients qui pourrait être intéressant, non pas pour traiter, mais pour aider à répondre à ce problème-là. Très bien. Il y a un commentaire concernant l'Akkermansia, mais je pense que c'est une affirmation de Madame C.M. Zitouni. On ne va pas le traiter, parce que je pense que c'est une affirmation, c'est un partage d'informations. Merci beaucoup. On va prendre une question de Cécile Bourse, question spécifique au sujet d'un lien microbiote production d'acide biliaire. Y a-t-il des études sur l'influence d'une ou plusieurs souches régulant la production d'acide biliaire afin d'éviter éventuellement les séquestrants? Alors, il y a probablement des éléments de réponse sur les mécanismes dans le métabolisme biliaire joués par certaines bactéries plus que d'autres. Ce n'est pas quelque chose que je connais bien. Et je pense que si, en tout cas, je n'ai pas accès, moi, aux questions, ça bug, mais si jamais c'est pour éviter un chélateur des acides biliaires de type cholestéramine ou autre, il n'y a pas à l'heure actuelle de données scientifiques qui permettent de remplacer ce genre de traitement par des probiotiques. Très bien. C'est une question de Madame Cécile Bourse. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, Madame, ou si vous voulez peut-être préciser votre question à la lumière de ce que Dr Sconzi vient de dire à l'instant. Après, c'est toujours pareil. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de données scientifiques que ça ne marche pas et qu'il ne faut absolument pas le faire. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas vous dire que c'est OK, que ça marche, etc. Je n'ai aucune donnée pour le prouver. Elle a répondu, merci beaucoup, docteur. Donc, ça va. OK, bah écoutez, je pense qu'on arrive à… Alors, je ne sais pas si j'ai raté des questions, mais je pense qu'on arrive à la fin des questions que nous ont été posées. Et donc, on va… Merci beaucoup, Madame C.M. Zitouni, pour vos questions et votre intervention. Merci beaucoup de votre partage. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a plus de questions, ça veut dire que les deux présentations ont été claires sur la majorité des sujets. Je pense que les questions ont été très intéressantes en tout cas, et j'espère qu'on les a traitées des meilleures façons possibles. On arrive à la très très intéressant. Merci beaucoup, Madame, Madame Céline Divens, pour votre témoignage. Merci. On a des remerciements de beaucoup de gens, donc c'est très intéressant. On vous enverra également le lien si vous voulez revoir la séance ici, le webinaire. Chacun reprendra contact pour éventuellement d'autres questions et on est toujours à votre disposition par la suite. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est notre premier webinaire public et ce n'est pas le dernier. Donc, avec Dr Sconzi, on se retrouvera avec Olivier aussi, on se retrouvera très prochainement pour d'autres aventures et d'autres sujets aussi passionnants que les autres. En tout cas, c'est vraiment un domaine, moi, que je découvre. J'ai passé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique, j'ai travaillé sur beaucoup de pathologies et d'indications et d'aires thérapeutiques. Et depuis que je travaille avec Bellavie sur le microbiote, je me suis pris de passion pour ce domaine et je trouve que c'est passionnant. Merci beaucoup, Dr Sconzi, pour votre présence et cette brillante présentation et d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos auditeurs. Olivier, merci infiniment. Je sais que tu peux dire beaucoup plus de choses, mais tu as fait l'essentiel en peu de temps. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire qui a duré à peu près 1h30. Donc, c'est parfait. On est dans les timings. On a respecté notre temps. Merci à toutes et à tous de votre présence. Et nous espérons vous retrouver soit via LinkedIn, soit question directe à Bellavie, soit question directe à Dr Julien Sconzi, qui est aussi très actif sur les réseaux. Et on sera très heureux soit de répondre à vos questions, soit de vous retrouver prochainement pour un autre webinaire d'ici peu. Merci beaucoup, bon appétit et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.